Vous reconnaissez Thierry Messant, que je reçois pour une interview très particulière aujourd'hui. On en a discuté, je discute très rarement avant les interviews. Et j'ai préparé cette interview exceptionnellement. Thierry, je lui ai demandé de nous faire Thierry Messant après Thierry Messant, si j'ose dire. Et de nous raconter. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Gaza, bien entendu. Enfin, on en parlera, je l'espère, un peu à la fin de cette interview. On redit notre compassion pour la souffrance de ces enfants, de ces femmes qui sont bombardées tous les jours. Et nous nous accordons, alors qu'il y a une actualité sur le sujet, la liberté de parler d'autre chose aujourd'hui que de ce sujet. Nous allons parler de l'histoire du 11 septembre. Alors, j'ai dit à Thierry, laisse-moi piloter l'interview, parce que les gens, au fond, il y a ceux qui ont envie d'entendre, et ceux-là ont déjà entendu, et ceux qui n'ont pas envie d'entendre, et on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que Thierry nous raconte l'histoire de Thierry Messant telle qu'on ne la connaît pas, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre ses prises de position sur le 11 septembre et ce qu'il dit être une mise en scène. Pour être transparent, je pense effectivement, à titre personnel, que le 11 septembre est une mise en scène, mais mon rôle est de faire une information équilibrée. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé une fois qu'il s'est conscientisé, qu'il s'est éveillé, comme on dit, sur le 11 septembre. Comment ça s'est passé, Thierry? Comment, après les attentats du 11 septembre, tout le monde aujourd'hui se souvient de ce qu'il faisait, le 11 septembre 2001? Vas-y. D'abord, il faut expliquer que à ce moment-là, j'étais en France une personnalité publique. Je passais fréquemment à la télévision et... tu passais à quel titre? Alors, je passais souvent en tant que responsable d'une association homosexuelle et je défendais l'égalité en droit de tous, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et puis j'étais en même temps le secrétaire national d'un parti politique qui... a eu ses heures de gloire. Bon, aujourd'hui, ça représente... Qui n'était pas d'extrême droite. Non, c'était un parti centriste, c'était les radicaux de gauche, c'est-à-dire les radicaux républicains, c'est ça que ça veut dire. Donc, où il y avait Bernard Tapie, où aujourd'hui il y a Jean-Michel Bayle, comme on dit dans le Sud-Ouest, Carole Delga... un tas de gens qui ne sont pas connus pour leur extrémisme, ni dans un sens ni dans l'autre, bien au contraire. Absolument. Oui. Donc, tu avais quel âge à l'époque? En 2001, tu as quel âge? Je lui ai posé la question, il ne savait plus quel âge il avait. Je suis né en 57, alors faites le calcul vous-même. Il avait 34 ans en 2001. Donc tu as 34 ans en 2001. Ça me paraît peu d'ailleurs, mais enfin bon, j'ai dû me tromper. Tu as 44 ans en 2001. Non, j'ai pas 44 ans. Bon, c'est pas grave. Je pense que si quand même, mais on se voit pas vieillir, Thierry. Et donc tu es né en 57. En 2001, tu es une personnalité politique, associative. Oui. Tu es très associé à au progressisme, on va dire comme absolument, ça. Tu es un progressiste. Comment on fait quand on est progressiste dans le système, plutôt étoile montante du système? Je veux dire, j'étais aussi secrétaire général de la CORA, qui est c'était une organisation internationale pour la dépénalisation des drogues, où j'ai pris la succession d'une Italienne qui est devenue commissaire européen. Donc j'ai pris sa succession en tant que secrétaire général. Federica Mogherini, non? Non. Toi qui es si jeune, t'aurais pu. Non. Et c'est une association où il y avait quand même plusieurs centaines de parlementaires du monde entier et des prix Nobel qui étaient là. Voilà. Donc t'es une étoile montante du système, un élément prometteur. Le 11 septembre 2001 arrive. Oui. Qu'est-ce que tu te dis ce jour-là? Est-ce que tu t'en souviens? À ce moment-là, je travaillais sur la manière dont l'OTAN avait organisé des attentats en Europe
pendant la guerre froide. Le fameux réseau Gladio. Voilà, c'est ça. Donc j'étais baigné là-dedans, et quand j'ai vu ces attentats, je n'ai pas pu ne pas penser à ce que j'avais étudié, ce que j'étais en train d'étudier sur des crimes commis par l'allié américain sur le sol européen, contre ses propres alliés, hein. Pas contre ses ennemis, contre ses alliés. Je fais un aparté pour que les gens suivent. On a beaucoup dit que, notamment, les années de plomb en Italie avaient été l'objet d'une manipulation de ce réseau Gladio qui est c'est pas qu'on l'a dit, on l'a prouvé. Hein. Et donc qui est un bras armé de la CIA. L'objectif était de polariser ou de cliver, radicaliser les relations politiques en Italie pour éviter l'arrivée du Parti communiste au pouvoir. On a dit que par exemple les cellules communistes combattantes en Belgique étaient une émanation de la CIA, elles avaient fait quelques attentats au début des années 80, et donc on a beaucoup dit qu'il y avait eu ces tentations. En France, reste à prouver que ce réseau a existé. Ah mais ça a été reconnu qu'il existait. Et il a déjà été dissous 2 fois, donc si vous voulez, officiellement. Donc chaque fois on nous dit qu'il n'existe plus, puis on le dissout. Alors donc, ce sera l'objet d'une interview spécifique. Oui. Donc ces attentats, qu'est-ce qui te fait dire dans ces attentats qui sont présentés comme un électrochoc dans les médias, qu'est-ce qui te fait dire il y a des signes d'une manipulation des services dans les attentats du 11 septembre 2001? Alors, moi, c'est la première chose que j'ai vue, c'est qu'on nous avait raconté qu'il y a 2 avions qui ont détruit 2 tours à New York, et puis il y a un 3e avion qui s'est écrasé sur le Pentagone. Mais moi, quand j'ai vu les images, j'ai remarqué que le 3e avion, il est rentré par une porte au Pentagone dont il n'a pas abîmé le chambranle. Donc comment un énorme Boeing peut rentrer dans une porte, c'est pas possible. Alors, on verra par la suite. Mais on ne va pas tout évoquer aujourd'hui puisque c'est pas sûr. Donc, on verra par la suite qu'il a eu une trajectoire totalement anormale. Oui, tout ça, oui. Tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à cette affaire connaissent les points faibles du dossier, si vous dire. La version officielle ne tient pas la route 5 minutes quand on veut bien regarder les détails. Donc j'ai écrit un livre là-dessus, mais en fait c'est pas sur la question de ces attentats que j'ai écrit le livre. C'est sur ce que ces attentats allaient ouvrir comme période. Donc la première partie du livre décrit les attentats et toutes les incohérences que j'avais vues, mais il y en a d'autres qui ont été montrées par la suite. Et j'expliquais en m'appuyant sur des déclarations des dirigeants, sur des choses qu'ils avaient déjà publiées, que, alors deuxième partie du livre, les États-Unis allaient se lancer dans une conquête du Moyen-Orient élargi, et troisième partie du livre, qu'ils allaient installer... Montre-le-nous à l'écran. Alors là, j'ai pas le livre originel parce que j'en avais plus chez moi quand je suis venu, mais il a été réédité sous cette forme. Que jamais d'actualité, oui. Donc il a été réédité sous cette forme. C'est une édition très bien faite où il y a beaucoup d'annotations sur les mises à jour qui peuvent avoir été. Ça s'appelle L'Effroyable Imposture. L'Effroyable Imposture. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas lu, je préfère le dire parce que donc j'aborde cette interview sans préjugés. J'écoute. Et il y a, dans cette édition, il y a une préface du général Ivachov, qui était le chef d'état-major des armées russes le jour du 11 septembre. Bon, alors, vous savez, il suffit que j'ai mis ça. Aujourd'hui, on va dire que je suis un agent russe, mais on ne l'a pas dit à ce moment-là. Donc, quand j'ai publié ce livre, ça a été fait 6 mois après ces événements. Pendant 6 mois, j'ai publié des articles qui sont incorporés dans le texte, là, mais je n'ai pas débarqué ce jour. J'ai mis 6 mois à réunir différents éléments. Et lorsque j'ai publié ça, les 15 premiers jours, tout le monde m'a applaudi. Mais tout le monde, hein. Et je suis passé à la télévision sur plusieurs chaînes, tout le monde a dit que ce que je racontais, c'était une évidence. Puis brutalement,
Le journal Le Monde a publié 2 grandes pages de contre-enquête sur ce que j'avais écrit, et sur moi-même d'ailleurs, disant qu'en réalité j'étais un crypto-fasciste, etc., un crypto-nazi même, et bref, disant que tout ça, ça tenait pas la route, mais ne répondant à aucune de mes questions. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi qui finalement vois à peu près ce système fonctionner, est-ce que tu t'attendais à un tel engouement et à une telle violence du boomerang? Alors je ne m'attendais pas du tout à cet engouement. La première édition du livre, ça a été fait à 5000 exemplaires. Il était épuisé la première fois que je suis passé à la télévision chez Ardisson. T'es passé combien de temps après, en gros, la sortie du livre? Je dirais 2 semaines après. Il était déjà épuisé. Mais bon, quand je suis passé, c'est devenu un événement national. Hein. Tout le monde s'est emparé de ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, je te pose la question, est-ce que tu t'attendais Non, je m'attendais pas au Maelstrom qui est arrivé après? Non, je m'attendais pas du tout à ce que tout le monde s'intéresse à ça. Moi, j'avais écrit pour un public un peu spécialisé. Mes précédents livres n'avaient pas eu un gros tirage. Hein. 5000 pour moi, c'était déjà bien. Et j'étais encore plus surpris quand il y a eu cette double page du Monde. Parce qu'alors là, ça a été immédiat. Et ça a été une avalanche de tous les côtés. Tous les journaux s'y sont mis. Pour dire que j'étais un fou, que j'avais été quelqu'un de très bien, mais là je dérapais. Et à ma grande surprise, mes amis qui avaient écrit des articles élogieux sur mon combat précédent, tout d'un coup écrivaient des horreurs sur moi. Des horreurs de quel genre? De quel genre? On m'a vraiment insulté dans les journaux. Et alors sous la ceinture, c'était des attaques personnelles. Oui, c'était des attaques personnelles, ou parfois des choses vraiment gratuites, quoi. Donc j'ai porté plainte contre, je sais pas, une dizaine de journaux qui avaient écrit des horreurs sur moi. Et chaque fois, sauf une fois où j'ai reçu 1 franc de dommages et intérêts, mais pas le remboursement des frais d'avocat. Donc c'est vraiment... ou 1 euro, je ne sais plus si c'était 1 franc ou 1 euro. Ça devait être encore des francs. Je ne sais plus moi. En tout cas, je n'ai jamais reçu de dommages et intérêts sur ce qui avait été dit. Et le tribunal, en appel à Paris, a dit que je n'étais pas protégé par la loi sur la presse parce que je l'avais bien cherché. Mais moi, j'avais insulté personne, donc pourquoi il m'insultait, on ne sait pas. Et donc on écrivait qu'en fait la loi ne me protégeait plus. Bon, alors... Ça fait quoi, humainement, quand parce qu'on peut le dire, tu n'étais pas complètement préparé à te retrouver dans cette spirale. Ça fait quoi, humainement, quand du jour au lendemain, tu te retrouves ennemi public numéro 1? Il y a eu 2 personnes qui ont été traitées comme ça avant moi, qui ont été Roland Dumas et Bernard Tapie. Donc moi je me demandais pourquoi ça m'arrivait, je ne comprenais pas. Hein. Et c'était une violence terrible. Hein. Je me souviens d'un journal, un quotidien, qui a fait 21 articles contre moi en 1 mois. C'était quel quotidien? C'était Libération. Donc, est-ce que avant de te retrouver dans cette position, est-ce que tu avais décelé que ce que j'appelle le cartel des médias subventionnés était aux ordres, il était capable d'instruire des procès de ce genre? Je m'étais rendu compte que dans certains cas, j'avais été favorisé par rapport à d'autres par ce milieu. Par ton engagement homosexuel, par exemple. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que ça joue négativement comme ça. Et bon, je me suis rendu compte que ce qui dans le journal Le Monde a fait la chose vraiment contre moi, c'était des accusations. Comment c'était?
mais ça suggérait que j'étais antisémite. Ce qui était un paradoxe. J'étais une personnalité au Grand Orient de France, etc. Bon, peu importe. On précise, parce que plein de gens vont découvrir. Oui. Toi, tu baignes dedans, mais je le précise. Oui. Donc, tu avais un engagement maçonnique au Grand Orient, qui est une obédience progressiste, réputée proche du pouvoir, qui suscite beaucoup de fantasmes. Et donc, tu te disais, je suis dans le système, au fond. Ah, j'étais vraiment dans le système. J'étais un représentant du système. Et donc, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Suggérer que je suis antisémite, mais c'est... J'avais déjà reçu les félicitations pour un combat précédent du mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Donc, ça me paraissait impossible de me faire insulter de cette manière. Donc, je vais voir des amis à l'ambassade d'Israël pour dire, mais tenez vos troupes, enfin, c'est pas possible de faire ça. Et là, il y a... Je te coupe, je vais avoir la question aussi. Je vais voir des amis à l'ambassade d'Israël. Donc ça signifiait que avant tout ça, tu ne pouvais, finalement, tu t'entendais bien avec l'univers sioniste. Mais non. Je m'étais rendu auparavant à l'ambassade d'Israël où j'avais fait alliance avec l'ambassadeur d'Israël, mais en précisant qu'il s'agissait de soutenir la communauté juive en France et pas les sionistes révisionnistes en Israël. Et j'avais même précisé que si Ariel Sharon venait à nouveau au pouvoir, il était devenu entre-temps Premier ministre, mais il n'était pas au moment où j'ai conclu cet accord. S'il venait au pouvoir, probablement je me retirerais. Mais bon, j'ai conservé des bonnes relations avec eux. Donc j'ai été les voir en disant faites quelque chose. Alors là, le responsable du Mossad à Paris m'a dit mais oui, bien sûr, on va t'aider. Et il m'a donné un article qu'il a écrit lui-même, que j'ai publié sur mon site internet. Et là, pendant 2 jours, tout s'arrête. Bon. Mais je reçois un coup de téléphone de cet homme 2 jours après, qui me dit, écoute, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. C'est un ordre de Tel Aviv. Retire cet article de ton site. L'article sur le 11 septembre. C'était pas sur le 11 septembre, c'était sur l'article qu'il avait écrit en soutien à tes œuvres. Alors, non, il parlait pas de moi dans l'article. Il parlait d'autre chose. Hein. C'était sur la situation des homosexuels en Arabie Saoudite. Et j'ai dit ok, je retire et immédiatement, boum, ça repart de partout. C'était terrifiant. Je n'avais donc plus aucun accès aux médias. Est-ce que tu es devenu à ce moment-là l'homme le plus décommandé, boycotté, évité, ghosté de Paris? Je suis devenu le plus infréquentable. Mais quand je me promenais dans la rue, les gens me disaient bonjour et me félicitaient. Personne ne m'a insulté dans la rue. C'est uniquement dans la presse, et c'était partout dans la presse. Personne n'osait dire un mot favorable. Bon, alors, à ce moment-là, le livre continuait à se vendre, tout ça. Et le président de la République, Jacques Chirac, a lu ce livre. Donc il était un peu interloqué. Et il a demandé à la DGSE, au service secret, de faire une enquête à propos de ce livre. Donc ils ont envoyé un questionnaire à toutes les ambassades en France. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait, moi. Comment tu l'as su ? Ah, mais j'ai des amis qui travaillent dans différentes ambassades. Hein. Et donc, ils ont bien vu arriver ce questionnaire. Bon. Et donc, la réponse de la DGSE, ça a été tous les points que nous avons pu vérifier sont exacts. Maintenant, l'interprétation que l'auteur donne des points qu'il a soulevés n'engage que lui. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que Jacques Chirac a décidé de ne pas envoyer l'armée française en Irak et qu'il a dépêché Dominique de Villepin
aux Nations Unies pour s'opposer à la guerre en Irak. Toi, dans ton livre, puisque Oui. je t'ai coupé au moment où tu parlais de ton livre, mais dans ton livre, tu annonçais que la suite des événements après le 11 septembre, Alors, ce il y serait avait, un élargissement des guerres américaines. Pour oui, aller- alors il y avait déjà eu l'invasion de l'Afghanistan quand le livre est paru, mais je disais qu'ils vont détruire tout le Moyen-Orient élargi. Et le journal Le Monde s'était moqué de moi en disant que vraiment j'écrivais n'importe quoi, parce que le Bush père avait envahi l'Irak et Bush fils n'allait pas faire la même chose. Bon. Et ils avaient des arguments qui se sont tous avérés faux par la suite. Bon. Alors, au même moment, Cheikh Zayed, le souverain d'Abu Dhabi et le président des Émirats Arabes Unis, m'a invité. Donc c'est son ambassade qui a pris contact avec moi, tout ça. Et donc j'ai été aux Émirats donner une conférence sur mon livre. Ça a été énormément annoncé. On est en quelle année, est-ce que tu te souviens? Oui, c'est toujours en 2002. On est toujours en 2002. Oui, oui. Donc, l'événement était très annoncé, il était retransmis sur Al Jazeera, qui à l'époque n'était pas l'Al Jazeera d'aujourd'hui, c'était une télévision laïque. À l'époque, c'est devenu la télévision des frères musulmans en 2005. Mais jusque-là, c'était une télévision laïque favorable au rapprochement entre les Arabes et les Juifs. Et donc, j'ai donné cette conférence où j'ai apporté des éléments nouveaux. Notamment, j'ai expliqué ce qui s'était passé au Pentagone, que ce n'était pas un avion, mais un missile à charge creuse, qui est, c'est très caractéristique, les dégâts qui ont été observés là-bas, ça ne peut être qu'un missile à charge creuse, et tous les spécialistes qui ont examiné disent la même chose. Puis j'ai publié un second livre, à ce moment-là, le Pentagate, ça j'en ai trouvé un à la maison, là, c'est celui-là, et les deux, ils ont été réédités en même temps. Donc j'ai fait un deuxième qui était une réponse aux journaux français qui m'insultaient. Cheikh Zayed a fait traduire mon livre en langue arabe. Il l'a imprimé à 5000 exemplaires, il était mourant à cette époque-là. Hein. Donc Cheikh Zayed qui dirige c'était les Émirats Arabes Unis. Voilà, mais que c'était une personnalité emblématique dans tout le monde arabe, parce que c'était vraiment un chef d'État pacifiste et écologiste, ça n'existait pas à cette époque-là. Hein. Donc il a dédicacé 5000 exemplaires de sa main et ils ont été envoyés à 5000 personnalités politiques, intellectuelles et militaires du monde arabe. Donc tout d'un coup, ça a changé de dimension. Et Cheikh Khalifa, le fils de Zayed, qui lui a succédé, avant de lui succéder même, a tenté d'obtenir une délibération de la Ligue arabe pour dire que la version officielle du 11 septembre ne tenait pas la route et que ça ne pouvait pas déclencher une guerre des civilisations. Donc, dans les mois qui ont suivi, de très nombreux chefs d'État ont commencé à citer mon travail. Des chefs d'État Arabes. arabes. Au début. Mais en même temps, en Amérique latine, Fidel Castro a tout de suite réagi, parce que dans ce livre, j'avais mis la reproduction d'un document de la guerre froide sur une affaire qui concernait les États-Unis et Cuba. J'avais trouvé ça dans un livre cubain. Alors après, on l'a reproduit partout, mais ça a été reproduit uniquement par Cuba à ce moment-là.
Et ça raconte une opération qui n'a pas eu lieu, mais que le chef d'état-major des armées US avait prévu, de destruction par un faux avion cubain d'un vrai avion états-unien pour provoquer une guerre. C'est JFK Kennedy qui s'y est opposé. Ce qui ne lui a pas réussi. Ce qui ne lui a pas réussi, absolument. Et Fidel Castro, quand il a vu ça, il a dit oui, c'est la même affaire. Et ils ont enfin mis ce plan à exécution, et cette fois-ci, c'est contre les Arabes, mais au départ, c'était contre nous. Alors, je connaissais déjà Hugo Chavez au Venezuela, qui a fait voter par son Parlement une résolution en disant que la version US, ça ne tenait pas la route. Bon. Les États-Unis ont commencé à s'énerver, quoi. Ça prenait vraiment une très grande importance. Donc ils ont d'abord... Est-ce qu'il y avait déjà le mouvement Reopen 9/11 Non, alors en France ça a commencé, mais aux États-Unis rien du tout. Aux États-Unis, le New York Times avait fait un article pour dire qu'il y avait je provoquais un phénomène en France, mais il n'y avait pas encore de réaction aux États-Unis. Les gens étaient très choqués. Ils ne pouvaient pas envisager que c'était... On leur ait menti. Qu'on leur ait menti, et que c'était des gens à l'intérieur de leurs institutions qui avaient fait ça. Ça leur paraissait... c'était outrageant pour eux de dire ça. Et de même qu'en France, pour tous les gens qui étaient atlantistes, ce que je racontais, c'était très choquant. C'est comme si je disais qu'il y avait un pédophile dans la famille. C'était pareil. Hein? Non, personne aux États-Unis ne peut avoir commis un tel crime. Comment tu as réagi à ça? Puisque je me mets à la place de quelqu'un qui est dans le système, qui est plutôt porté par le système, qui est promu par le système, et qui tout à coup devient le vilain petit canard qui dit le roi est nu. Et qui petit à petit, très vite d'ailleurs, disparaît des invitations, des carnets d'adresses, oui. des dîners en ville. Comment tu réagis à ça? Comment tu le vis? Est-ce que tu t'attendais à être banni aussi vite? Alors, dans ma vie personnelle, j'ai été mis à la porte par mes parents, tout ça. Donc, à cause de ça? Non, pas à cause de ça, bien avant pour autre chose. Et donc, le fait d'être rejeté, j'avais déjà vécu ça. Bon, ça se rajoutait, hein. Mais bon, c'était pas une sensation nouvelle. Par contre, j'avais 2 enfants, et mes enfants, quand ils voyaient les journaux, quand ils ouvraient la télévision, c'était terrifiant pour eux. Ils t'en parlaient? Oui, évidemment qu'ils Ils te disaient quoi? Qu'ils ne pouvaient plus regarder aucun média. Non, c'était vraiment terrible. Mais est-ce qu'ils te reprochaient Non, ils ne m'ont jamais reproché, non. Mais... c'était des enfants, quoi. Hein. Bon, alors, toujours est-il que cette affaire du 11 septembre, dans le monde atlantique, c'est devenu une religion. Si vous posiez des questions sur une histoire idiote, vous étiez accusé d'être un ennemi de l'ordre établi. C'est ce que m'ont dit les tribunaux ici, parce que personne ne m'a condamné, jamais. Hein. Mais les tribunaux m'ont dit que je ne pouvais pas, en première instance, que je ne pouvais pas avoir raison contre tous. Contre tous, ça veut dire contre toute ma profession, en fait. Ah oui, mais... il y a des vérités physiques. Encore une fois, un avion ne rentre pas par une porte. Hein, c'est... Au sein du Grand Orient, qu'est-ce que t'ont dit tes
frères. Alors, le monde franc-maçon, comment a-t-il réagi? il y a la majorité des gens au Grand Orient jouent un rôle important dans le système, donc eux, ils se sont fermés brutalement. Mais ils ont désavoué. Ah oui, ils ont désavoué, et qu'est-ce que tu fais là et tout. Hein. Ils ont banni. Alors, il se trouve que j'avais déjà eu des problèmes avec le Grand Orient auparavant. J'avais eu un problème avec l'ancien grand maître du Grand Orient, Alain Boer, puisque j'avais démontré qu'Alain Boer travaillait pour la NSA des États-Unis en France, qu'il avait à la Défense, il avait un bureau d'où il dirigeait tout ça. Et quand j'ai publié cette affaire-là, il a déménagé son bureau de Paris et il a mis un répondeur qui est renvoyé sur une base américaine au Royaume-Uni. Voilà. Donc tu t'étais fait un ami. Je m'étais fait un ami et donc, comme il était toujours très puissant, il s'est chargé de participer à mon éviction de partout. On le redit parce que très souvent les gens fantasment sur la franc-maçonnerie, ils s'entendent tous, ils se font tous des bisous, il y a un complot univoque monolithique, il y a des haines et des divergences d'intérêts très profondes au sein de la franc-maçonnerie, y compris au sein du même obédience, il faut le redire. Donc tu montes en puissance, si j'ose dire, dans les médias, dans la qualité d'ennemi public international numéro 1, et en France, au fond, tu as un certain nombre de corps intermédiaires, si j'ose dire, qui plus ou moins amortissent le choc. C'est ça que tu nous dis. C'est ça. Et donc, comme je n'avais plus de public en France, je me suis tourné vers l'étranger, où on m'appelait. Et voilà, j'ai été voyager un peu partout. Jacques Chirac m'a protégé, puisque l'Élysée téléphonait. Alors, il savait très bien où j'allais auparavant, puisque j'étais sur écoute, tout ça. Donc, l'Élysée appelait chaque pays où je me rendais auparavant pour dire au chef d'État du pays où j'étais invité. Je n'étais pas nécessairement invité par le chef d'État, mais pour dire au chef d'État, vous êtes responsable de sa sécurité. Il y avait eu un contact entre Ariel Sharon, qui était devenu Premier ministre en Israël, avec Jacques Chirac, et Ariel Sharon lui avait dit qu'il allait le débarrasser de moi. Chirac avait répondu qu'il n'en était pas question, que j'étais citoyen français. C'est important. Comment tu sais ça? Parce que un des responsables de la sécurité de l'Élysée à l'époque de Jacques Chirac est venu m'en informer. Donc il y avait des fonctionnaires français qui n'étaient pas à l'aise avec la pression américaine qui s'exerçait pour te faire taire. C'est ça que tu nous dis. Oui, il y en avait beaucoup. Et il y en a toujours d'ailleurs. Et donc, Jacques Chirac lui avait dit vous ne touchez pas à ce garçon. Et Sharon avait répondu mais il voyage. Chirac avait dit non seulement en France, mais dans toute l'Union européenne. Vous n'avez pas le droit de toucher à lui. Ce serait un acte de guerre. En tout cas, ça n'a pas empêché le Mossad d'essayer à l'étranger de me tuer, mais pas dans l'Union européenne. Où ça? Au Venezuela, par exemple. Ça s'est passé comment? C'est là que les gens vont se dire, mais concrètement, c'était quoi la vie quotidienne de Thierry Messant une fois qu'il avait craché sa pastille, si j'ose dire? Par exemple, j'ai fait une conférence avec le ministre de la Culture vénézuélien pour présenter mon livre. Il était il était de ce côté-là. On était au ministère de la Culture à Caracas, et je suis venu avec la garde présidentielle, puis qu'ils avaient instruction de me protéger. Bon, et en allant à donner cette conférence, je voyais bien qu'ils étaient un peu énervés, mais bon,
je ne savais pas trop. Le commissaire de police qui était dans ma voiture avait posé un énorme revolver sur le tableau de bord. Je trouvais ça un peu bizarre. Bon, bref. Là, à un moment, ce commissaire de police arrive dans mon dos et il me dit il faut terminer la conférence. Donc je me disais que le ministre devait partir, ça devait être quelque chose comme ça. Donc voilà, je fais 3 phrases, je termine le truc. Et là, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y a 2 policiers qui me prennent par les épaules et qui m'emmènent dans les coulisses. Et je vois dans la salle plein de gens qui sortent des pistolets. Alors, il y avait des gens qui étaient là pour me tuer et il y avait des policiers qui étaient là pour me défendre. Et tout le monde se regardait comme ça. Et heureusement, personne n'a tiré parce que je pense que ça aurait été un désastre, quoi. Donc voilà, on est parti, toute sirène hurlante. Bon. Mais une autre fois, j'étais invité à un dîner chez une personnalité vénézuélienne. J'étais avec mon ami et à un moment, ils servent de plat. Et moi, j'avais une assiette qui était toute petite par rapport aux autres. Et mon ami avait une assiette qui, c'était très bien servi. Lui, il n'avait pas faim, et moi, j'avais faim. Alors, on a échangé nos assiettes comme ça. Bon. On mange ça normalement, on rentre à l'hôtel. Et là, tout d'un coup, il est pris d'une crise de tétanis et la bave, tout ça. Et bon. Donc on appelle les secours. Le médecin, en rentrant dans la pièce, quand il le voit, il dit cet homme a été empoisonné. Comme ça, en le voyant. Donc on lui a donné des médicaments. Il est resté pendant 6 mois dans une chaise roulante quand même. Donc voilà, ça c'était le début, mais ça a continué en plein endroit après. Donc on en était à Jacques Chirac te protège, oui. Dit à Ariel Sharon, vous oui. n'y touchez pas, c'est mon protégé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, donc j'ai continué à aller dans différents pays, expliquer tout ça. Mais en 2007, quand Nicolas Sarkozy est élu, il part d'abord aux États-Unis avant de prendre ses fonctions. Et quand il revient, il donne des instructions, notamment à l'état-major militaire. J'ai un ami à l'état-major militaire qui m'appelle en me disant qu'on va dîner ensemble. Et en fait, quand on se retrouve, il me dit nous avons reçu instruction de t'éliminer. Après la visite de Sarkozy aux États-Unis. Alors, la liste des courses. Oui, j'étais sur une liste de choses qu'il fallait faire et il fallait notamment me tuer. Donc, moi je suis interloqué, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En France, on n'assassine pas ses propres citoyens. Il me dit oui, mais ça va se faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois partir tout de suite. Fais tes valises et pars. Non, je ne vais pas partir comme ça. Il me dit tu ne dois pas tarder, tu as quelques jours parce que y a une longue liste de choses à faire avant, mais c'est décidé, donc ça se fera si tu restes. Donc j'ai attendu un peu, j'avais un procès qui m'attendait, j'ai été au procès que j'ai gagné, et puis après j'ai pris mes valises et je suis parti. Je ne savais pas où aller, hein, vraiment, et je pensais que je reviendrais, que c'était pas définitif cette chose-là. On est en 2007. Oui. À l'été 2007 à peu près. Oui. 5 ans après la sortie du livre. Voilà, oui. Donc là, c'est là que j'ai commencé
à me rapprocher de divers mouvements militants au Proche-Orient. Parce que jusque-là, j'étais invité en tant que, je sais pas, comme l'auteur de ce livre, pour expliquer ce qui s'était passé le 11 septembre. Et pour développer un discours contre l'idée que il y avait une guerre des civilisations, que c'est pas ça le problème. Voilà. Alors les Arabes étaient très intéressés par ce discours, évidemment. Mais les Européens auraient dû être intéressés aussi. Ils ne l'étaient plus, puisque le système médiatique s'était refermé dans tout le monde atlantique contre moi. Je me suis d'abord rapproché du Hezbollah, et puis bon, bref. Alors, 2 ans plus tard, je crois, Mahmoud Ahmadinejad, qui était président en Iran, m'a contacté. Je suis allé là-bas, j'ai expliqué tout ça. Et Ahmadinejad a décidé d'intervenir aux Nations Unies là-dessus. Donc j'ai aidé à rédiger son discours aux Nations Unies, qui n'est pas un discours accusatoire. Il n'a jamais accusé les États-Unis d'avoir organisé cet attentat. Il a expliqué que les États-Unis avaient justifié de l'invasion de l'Irak et de l'invasion de l'Afghanistan, les 2 pays, on a oublié pour l'Irak, mais ça a été aussi écrit au Conseil de sécurité que c'est pour ça qu'ils envahissaient l'Irak, à cause des attentats du 11 septembre, et que c'était donc une affaire internationale, et que donc, puisque c'était une affaire internationale et qu'elle était très trouble, il fallait une commission d'enquête internationale au sein des Nations Unies. Donc il a fait son discours, et ça a été à nouveau une déflagration, quoi. Les gens, les services américains, oui, savaient que tu avais prêté main forte. Mais ça a été dit à la télévision iranienne. Alors, donc, je pense que dans les heures qui ont suivi le discours du président Ahmadinejad, le président Obama s'est précipité dans un studio de télévision pour s'adresser au peuple iranien. Je crois que ça n'était jamais arrivé, quoi. Et ça a été des menaces très claires. Si vous me mêlez de ça, je suis désolé, je ne veux pas vous faire la guerre. Bref. Là, ça a été encore un changement de dimension. En fait, tout le monde musulman s'en est mêlé. En Malaisie, dans plein de pays, on s'en est mêlé. À ce moment-là, toi, oui, donc, tu vis à l'étranger, c'est-à-dire que tu t'es exilé à ce moment-là. Là, à ce moment-là, bon, je vivais au Liban, mais je vivais aussi en Iran. J'étais à cheval entre les deux. Comment tu vis l'exil? Le fait de te dire, si je reviens en France, mes jours sont comptés. Et je pense que ça ne va pas s'éterniser, que ça va évoluer. Je pense que la France ne va pas continuer comme ça. Bon, moi j'avais connu Jacques Chirac comme un homme qui avait défendu une vision gaullienne du monde, qui avait lutté pour la paix vraiment, bon, et qu'il a payé très cher. Mais je ne croyais pas que ça deviendrait comme ça. Et c'est pire aujourd'hui, mais quand même différent, puisqu'aujourd'hui j'ai pu revenir et qu'on ne me tue pas ici. Alors. Pas encore. Pas encore. Ne désespère de rien. On garde toujours le meilleur pour la fin. Absolument. Mais donc maintenant ça s'est un peu calmé.
Maintenant, c'est considéré comme secondaire, ce truc. C'est une vieille histoire, dit-on. Même si le même problème, nous allons le voir, continue aujourd'hui précisément. C'est le même problème. En tout cas, par la suite, j'ai été soutenir Kadhafi, je suis rentré dans son gouvernement. Tu as été dans le gouvernement de Kadhafi? Oui, j'étais dans le gouvernement. Tu faisais quoi dans le gouvernement? Cet homme est extraordinaire. Tu faisais quoi dans le gouvernement de Kadhafi? Quand les États-Unis, qui étaient devenus les alliés de Kadhafi, à ce moment-là, il faut le savoir, hein, le président Bush avait même félicité Kadhafi pour ses efforts sur son désarmement nucléaire. La Libye avait un programme nucléaire très avancé. Mais... En partie parce qu'il y a des réserves d'uranium au nord du Tchad, très convoitées. Ok. Oui. Non. Donc, il était devenu l'allié des États-Unis, mais les États-Unis étaient dans un plan de destruction de toutes les structures politiques du Grand Moyen-Orient, de tous les États du Grand Moyen-Orient, qu'ils soient alliés ou ennemis, tout le monde au même régime. Donc, lui qui était devenu un allié devait être détruit de la même manière. Et Mouammar Kadhafi, alors c'est sa fille qui m'a invité là-bas, mais Mouammar Kadhafi avait pensé que je pouvais apporter une réponse aux États-Unis, mais j'expliquais qu'en fait le droit international donnait raison à la Libye contre les États-Unis, qu'on pouvait l'expliquer d'une manière très logique, qu'il n'y avait pas d'argument contre. Donc il m'avait demandé de préparer un discours que un de ses fils aurait prononcé à l'Assemblée générale des Nations Unies qui devait se tenir en septembre 2011. Mais ça n'a jamais eu lieu puisque juste avant, l'OTAN a détruit la Jamaïria arabe libyenne et en faisant 120 000 morts, ce qu'on n'a pas trop expliqué ici. Mais donc après j'ai été surtout en Syrie où j'ai essayé de conseiller le gouvernement syrien. Il faut se rendre compte que au fur et à mesure de ce périple, j'avais acquis une expérience des relations entre États avec les États-Unis. J'avais participé à des négociations de différents États avec les États-Unis. Donc au début, je disais ils vont réagir comme ça, et généralement je me trompais. Je me trompais partiellement, mais généralement je n'avais qu'une partie de la vérité. Mais au bout d'un moment, c'est la même histoire à chaque fois. Donc au bout d'un moment, j'avais plus trop de doutes sur ce qui allait se passer. Donc voilà, j'ai continué à donner des conseils. Tes relations avec la France pendant ce temps-là, c'est quoi? Mes relations avec la France, c'est que j'étais un ennemi, mais j'étais quand même un citoyen français. Donc, par exemple, quand j'ai voulu refaire mon passeport, j'ai été à l'ambassade du Liban apporter mon passeport. L'ambassade de France au Liban. Au Liban, oui. Et là, la fonctionnaire, quand elle a tapé sur son ordinateur mon nom, je ne sais pas ce qui s'est allumé. Un bip rouge. Tout d'un coup, elle était affolée. Elle était toute violette. Elle s'est levée, elle est sortie, elle est allée voir le consul. Le consul a appelé l'ambassadeur qui a appelé le ministère des Affaires étrangères. Ça a duré un temps fou. Puis finalement, elle est revenue et elle m'a fait mon passeport. Mais elle me l'a fait comme si elle était assise en face du diable. Et par contre, quand je suis venu chercher le passeport, la fonctionnaire qui m'a reçu pour me donner le passeport m'a reçu comme une vraie républicaine.
j'étais un citoyen français, elle ne voulait pas tenir compte des opinions politiques que je pouvais avoir. Ouais. Est-ce que quand tu te déplaçais de pays en pays, est-ce que parfois tu es revenu en France à cette occasion? Jamais. Je ne suis revenu dans l'Union européenne qu'une fois, où j'étais faire un grand meeting à Berlin, avec la protection du gouvernement de Madame Merkel, qui à l'époque essayait de sortir du guêpier dans lequel il était rentré, et puis qui finalement a abandonné cette piste. Quand tu dis c'était sous sa protection, ça veut dire quoi concrètement? Que les gens moyens, ordinaires, se disent c'est ça la vie d'un banni? Ça veut dire que quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a eu un policier pour venir. Et tu as été escorté, ou en tout cas sous surveillance, durant tout ton séjour. Oui. Mais là, il n'y avait qu'un policier, d'habitude il y en avait plus. Mais est-ce que c'était pour te protéger ou te surveiller? Certainement les deux. Certainement les deux. Ça fait quoi d'être exilé de son pays? Alors au bout d'un moment, ça m'est apparu très dur, mais pourtant, au Venezuela, j'ai reçu une demande des services secrets français pour mener une négociation au nom du gouvernement français avec le Venezuela. C'était pour la libération d'une otage colombienne. Et donc voilà, ça aurait peut-être la monnaie d'échange. Tu as répondu comment? Ben, j'ai accepté, et le Venezuela a envoyé un émissaire à Paris pour rencontrer quelqu'un à l'Élysée, et la monnaie d'échange, c'était la libération d'un prisonnier en France. Et donc, est-ce que tu as été récompensé de cette mission de bons offices ou d'intermédiaire? Eh bien, la seule récompense que j'ai eue, c'est d'être sollicité en 2011, pendant la guerre civile, qu'on dit civile, mais que c'était une guerre contre la Syrie. Donc il y avait un émirat islamique qui avait été créé dans un quartier de Homs, Baba Hamel, et là, cet émirat islamique était encerclé par l'armée syrienne. Et à l'intérieur de cet émirat islamique, où il y avait environ 3000 combattants, il y avait des officiers français. Donc on vous dit que ça n'existait pas, mais il y avait des officiers français qui étaient là. Des services spéciaux? Je ne sais pas, mais je pense, évidemment. Bon. En tout cas, à ce moment-là, il y avait vraiment pas de solution, parce que ce siège ne pouvait pas durer éternellement, et si on donnait l'assaut, ça allait être un massacre, c'est certain. Il y a une négociation qui a été conduite par un ministre français de Nicolas Sarkozy. C'était qui? Ça, je ne vais pas vous le dire. Un ministre français qui s'était déjà manifesté pendant la guerre en Libye, et qui se manifestait à nouveau pendant la guerre en Syrie, qui lui était opposé à ces guerres. Et donc il a envoyé un négociateur à Damas. Alors je ne vais pas dire qui était ce négociateur parce que vous sauriez qui est le ministre. Mais donc il a envoyé un négociateur à Damas. On va finir par le savoir, on va le torturer. Il a envoyé un négociateur à Damas et nous sommes allés ensemble à Homs pour voir comment résoudre le problème. Donc, il y a eu des discussions qui ont échoué, et à ce moment-là, la Russie a dit « Arrêtez, c'est nous qui allons intervenir ».
Et c'est la Russie qui a conclu l'accord avec la France. Donc tout d'un coup, la fuite des officiers français a été organisée par un tunnel et l'armée syrienne a donné l'assaut de Bab al-Amr. Et là, en fait, la plupart des djihadistes qui étaient là se sont rendus. Mais les officiers français qui sont sortis ont émergé 2 jours après à la frontière libanaise, où ils ont été accueillis par le chef d'état-major français qui est venu spécialement au Liban pour les accueillir, tout en disant que ce n'étaient pas des soldats français. Et là, avec des voitures diplomatiques, tout le monde a disparu. C'était en quelle année? On est en 2011 ou En 2012? 2011. Encore sous Sarkozy. Encore sous Sarkozy. On n'a pas encore de fait. Donc, il y a eu, à la fin de Sarkozy, un accord de paix entre la France et la Syrie. Mais c'était le moment de l'élection présidentielle. Et Nicolas Sarkozy n'a pas pu mettre en avant, évidemment à cause des États-Unis, il n'a pas pu mettre en avant cet accord de paix. Et il n'a pas pu le poursuivre puisqu'il a perdu l'élection et que François Hollande a repris cette guerre à peine installé au pouvoir. François Hollande a organisé la réunion des Amis de la Syrie, une coalition considérable d'États contre la Syrie. La réunion a eu lieu à Paris et François Hollande est intervenu sur la scène à côté d'un criminel de guerre syrien. Un djihadiste. Djihadiste. Oui, un islamiste qui avait été responsable d'un tribunal islamiste qui a condamné au moins 150... Ce type a condamné au moins 150 personnes à la mort. Il est présenté comme un libéral en France, mais ça c'est la réalité de ce personnage. Laurent Fabius s'est vanté publiquement d'avoir fait de l'espionnage pour le compte d'Israël pendant les négociations 5+2 là, avec l'Iran. Donc oui, il y a eu il a joué un rôle. D'ailleurs, je peux le dire tout de suite, c'est moi qui l'ai fait accueillir à Téhéran comme il a été accueilli quand il est allé là-bas, où il y avait une foule portant des pancartes en lui demandant son rôle dans l'affaire du sang contaminé, parce qu'il ne connaissait pas ça là-bas. Mais moi, j'avais eu déjà affaire à Laurent Fabius sur ce sujet en France. Pourquoi ? Parce que j'avais été une personnalité pour l'égalité en droit, quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc j'avais été consultant au ministère de la Santé pendant l'épidémie de sida. On voit bien qu'à un moment donné, il y a eu des relations troubles, comme toujours, entre la France et toi, parce que on aime bien avoir des gens sur place pour discuter, même si c'est fait de façon discrète ou secrète. Est-ce que avant cette opération que tu nous racontes au Venezuela, ou est-ce qu'avant cette négociation dans les faubourgs de Damas, est-ce que le système avait essayé de te récupérer, puisqu'on peut... J'imagine que dans les coulisses du pouvoir, un certain nombre de gens se disaient mais Messant est un gars de valeur, on peut en faire quelque chose d'autre que de le bannir. Est-ce que tu as été l'objet de tentatives de rapprochement? Les deux choses. Il y a eu d'un côté Jacques Chirac a essayé. Moi j'étais pas RPR. On dit les Républicains, non, mais ça s'appelait RPR à l'époque. Moi, j'étais pas de cette manière de penser. Moi, ma manière de penser, c'est... essayé sous quelle forme? Eh bien, j'étais invité au Kazakhstan à mener
une opération contre la grande base des États-Unis au Kazakhstan. Et bon, alors j'ai fait plein de trucs là-bas, mais... Nous n'en saurons pas plus. Non, mais à la fin, j'ai donné une conférence de presse. On avait fait ça avec d'autres amis. Bon. À la fin, nous donnons une conférence de presse. Et évidemment, cette conférence de presse, c'était mettre les pieds dans le plat, expliquer tout ce qui se passait là-bas, tout ça. Et quand la conférence de presse a été terminée, il y a un monsieur qui est venu me parlant un français impeccable, qui m'a dit monsieur, je pense que vous devez partir tout de suite, parce que là, vous avez déclenché la guerre. Et donc, on est monté dans nos voitures, on est retourné à l'hôtel, on a fait nos valises immédiatement, on est parti dans le quart d'heure suivant prendre l'avion. Mais cette personne qui parlait bien français était envoyée par qui? Alors, je ne sais pas qui, par la France. Je ne sais pas quelle était sa fonction exacte. Et en quoi tu avais déclenché la guerre avec le Kazakhstan? Parce qu'à la suite de cette conférence de presse, la base des États-Unis a été fermée. Est-ce que tu as eu... T'es l'objet, pour les gens c'est passionnant, parce qu'ils se disent c'est un roman d'espionnage. Est-ce que tu as été la cible d'autres tentatives de rapprochement ou d'autres pressions amicales ou pas? Oui, alors de la part du système, entre guillemets. Alors de l'autre côté, il y a eu des tentatives pour me récupérer. Quand j'étais encore en France, avant qu'ils appuient sur la gâchette, quoi. Le dernier avertissement avant. Voilà. Donc en 2005, j'avais organisé une conférence à Bruxelles, comment ça s'appelle, je sais plus, un grand centre de conférences politiques à Bruxelles. Le WTC. Non, le centre qui dépend du Premier ministre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc j'avais organisé là une conférence internationale, non pas sur le 11 septembre, puisque je répète, ce n'était pas le sujet de mon livre le 11 septembre. Le sujet de mon livre, c'est ce qui va se passer après. Donc avec des personnalités internationales et des relais d'opinion internationaux, des gens qui parlaient déjà sur Internet, ça commençait Internet, sur la politique, on disait, des néoconservateurs à ce moment-là aux États-Unis. Et il y a eu un ancien Premier ministre, je sais pas, il y avait le général Ivachov dont je parlais, l'ancien chef d'état-major russe, il y avait des gens comme ça. Quand je suis revenu à Paris, il y a alors que j'étais en train de prendre un café au bar du Lutetia avec un ami, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir. Et il s'adresse à nous, bonjour monsieur, ils nous connaissaient par le nom tous les deux. C'était bizarre, hein. Il dit, je ne vous dérange pas, et il s'assoit. On n'a pas eu le temps de réagir. Et il commence là à parler en nous disant que il y a des choses qu'il regrette, qu'il ne faut pas faire, mais des fois on y est obligé, et que lui, il l'a fait et qu'il est toujours prêt à le faire. Il me raconte qu'il avait connu mon grand-père en République centrafricaine. Mon grand-père, c'est un espion qui a été à différents endroits. En République centrafricaine, à l'époque de l'empereur Bokassa. Bon, alors j'étais un peu effrayé. Et que lui, il était ministre de l'Intérieur de l'empereur Bokassa. Donc là, bon. Et mais c'était un Français c'était un Français, oui. Un indigène français, tu vois. Oui, un Français de souche, propriétaire d'un hôtel particulier avenue Foch, oui. Et ce monsieur,
commence à me raconter sur un ton monocorde les différentes tortures qu'il avait pratiquées. Moi, quand je l'entendais parler, vous savez, je pensais dans les films des États-Unis, il y a souvent on montre un criminel en série qui parle comme ça. Un sadique, un sociopathe. Voilà. Et là, c'était un personnage comme ça, sauf que c'était un vrai comme ça. Alors, je pensais au film, mais là, c'était en vrai, et ça me faisait un effet absolument terrifiant. Donc j'étais tétanisé, quoi. Je pouvais plus bouger. Et bon, il a continué à un moment, et il a dit, mais on peut toujours trouver un arrangement. Et donc, je viens de la part de Condoleezza Rice. Alors à l'époque, je ne sais plus s'il était secrétaire d'État ou conseillère de sécurité, je sais plus. Il me dit, voilà, je vous propose de travailler pour nous. Nous allons vous verser un salaire mensuel sur la base du salaire d'un général. C'est 7 000 € par mois. À l'époque. La seule chose que vous aurez à faire, vous continuerez tout ce que vous faites. Mais juste, vous devrez publier que vous vous êtes trompé sur le 11 septembre. Alors moi j'ai répondu que j'avais besoin de réfléchir. Rentré chez moi, j'ai téléphoné à un ami qui s'occupait des questions de sécurité en France. Celui-ci m'a rappelé et m'a demandé de venir le voir aux messes des officiers, place Saint-Augustin, quelque temps après. Quand je suis arrivé aux messes des officiers, il m'a reçu dans un salon privé où il y avait un grand nombre de messieurs il n'y avait que des hommes, en train de boire. Il m'a présenté, il a dit, ça c'est Thierry Messant, c'est un de mes amis. Et dans la discussion, je me suis rendu compte que ces gens étaient les différents chefs de poste de services étrangers à Paris. Voilà. Et bon, c'était clair, j'étais protégé en France. Tu es parti combien de temps après? Je sais plus, j'ai pas les dates en tête, au maximum 2 ans après. Hein. On vit comment cette vie quotidienne où on se dit peut-être qu'au coin de la rue quelqu'un va me frôler et me mettre un coup de poignard. Non, mais moi ça n'a jamais été affolant pour moi. J'avais eu un cancer quand j'étais adolescent et dans mon esprit j'aurais déjà dû être mort depuis longtemps. Donc tout le temps que j'avais c'était du temps gagné, c'est tout. Donc j'ai jamais été affolé par ça. Ce qui m'affolait c'était que... Mais je vais pas dire ce qui m'affolait. Je vais pas dire ça, non. Ah zut, on a encore raté un scoop. T'as décidé de revenir en France quand? À partir du moment où il y a eu la paix en Syrie. La paix en Syrie, c'est 2016. Vous savez, quand Vladimir Poutine organise le grand concert en Syrie, c'est vraiment il y a une manifestation pour montrer que la civilisation a gagné contre le djihadisme. Donc à ce moment-là, j'ai dit bon ben voilà, on a tourné une page. C'en est fini du problème qu'on a connu jusque-là. Je vais pouvoir rentrer en France. Donc j'ai commencé à recontacter les gens que je connaissais.
dites-moi si je peux revenir ou si je suis pas le bienvenu, quoi. Au début, ils n'ont pas répondu, puis il y en a un deuxième. Et tous me disaient que je pouvais revenir, mais j'étais vraiment pas rassuré. Donc, il m'a fallu un petit moment. Je voulais revenir parce que je voulais revoir ma famille, en fait. Je vous laisse la parole. Non, vas-y. Non, Quand tu reviens, la France que tu retrouves, est-ce qu'elle ressemble à la France que tu as quittée Pas du tout. 10 ans avant, pour aller vite? 13 ans avant. Pas du tout. C'est un autre pays. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, mais d'abord, la première chose qui me frappe, c'est que quand j'avais quitté la France, quand on rentrait dans un café, tout le monde parlait de politique. Et quand je suis rentré en France, personne ne parle de politique dans un café. Or ça, cette chose-là, je ne l'avais vécue qu'en Union soviétique. La peur, le sentiment d'une peur diffuse. Le sentiment qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire en public. Je ne sais pas m'expliquer ça. Hein. Est-ce que tu as senti, quand tu es revenu, des pressions? Oui. Tu t'es senti citoyen sous surveillance? Oui, absolument. Mais je pense qu'une grande partie des fonctionnaires ne rentrent pas dans ce jeu-là. Mais il y en a qui y rentrent, hein, ça c'est sûr. Est-ce que tu es espionné au jour le jour? Je le dis parce que moi je suis très écouté. J'en sais rien. Et pas par les bonnes personnes. J'en sais rien. Le principe de l'espionnage, c'est qu'on ne le voit pas, on ne réalise qu'après coup. Non, mais je me doute bien, oui. Je m'en doute bien. Est-ce que... L'autre jour, j'étais faire une conférence en Allemagne. Et il y a eu une opération pour empêcher la tenue de la conférence. C'est pas quelque chose qui s'est fait par hasard, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un groupe d'extrême gauche qui est venu diffuser un gaz toxique dans la salle de conférence pour qu'elle puisse pas se tenir. Il a fallu faire venir la police, aérer, tout ça. Enfin, oui, et Dieu sait si les Allemands s'y connaissent en gaz toxique. Oui. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui qu'il est encore possible de s'exprimer librement en France, puisque tu m'entends la perche sur le fait que plus personne ne parle de politique? Moi j'ai l'impression qu'on peut encore parler librement, et la preuve, c'est que là nous parlons librement. Sauf qu'ils me font chier. Voilà, mais ça c'est pas pareil. Il y a des degrés. Avant on était libre, on n'est plus libre, mais on n'est pas encore dans un système totalitaire. On est dans une période intermédiaire où la plupart des gens ont suffisamment peur pour refuser de parler de politique en public. Oui, il y a une espèce d'instinct qui s'est fait. Les gens se disent, ça sent pas bon, il vaut mieux faire attention à ces abattis. J'en discutais tout à l'heure avec toi parce que je sais que tu vas peut-être nous redire que le 7 octobre, c'est une mise en scène tragique. Je veux dire, quand je dis ça, il y a eu des morts aux États-Unis le 11 septembre et c'est tragique. Et personne ne remet en cause le caractère tragique de ces morts, y compris pour les familles. Le 7 octobre 2023, l'opération Guyama, c'est tragique. Elle fait des morts qui sont souvent des gens ordinaires totalement innocents. Leur mort est tragique, la douleur des familles est tragique. Nous n'avons aucun problème là-dessus, je crois, ni toi ni moi. Mais on est assez d'accord pour dire que ce qu'on sait aujourd'hui sur l'environnement de cette opération et son contexte, on en a beaucoup discuté ensemble, sont des indices, un faisceau d'indices sérieux, comme on dit en langage administratif, pour dire que le 7 octobre participe d'une mise en scène monstrueuse. Absolument. Et donc, ça ne remet nullement en cause la douleur des gens, hein, que ce soit bien clair, ni le caractère scandaleux des morts du 7 octobre. Oui. Mais c'est le même problème
que pour le 11 septembre. Il est scandaleux d'avoir tué 3000 personnes innocentes, totalement innocentes, à New York, à Washington et dans des avions, on ne sait pas où. C'est scandaleux de les avoir tués. Mais ça ne veut pas dire que la version officielle est exacte, et ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit des civilisations, que les chrétiens et les musulmans doivent absolument se faire la guerre, ça ne veut pas dire ça. En fait, pourquoi y aurait-il un problème entre les chrétiens et les musulmans? Puisque Mahomet a été élevé par des chrétiens. Donc, pourquoi tout ça? Et ce que j'explique depuis le 11 septembre, c'est que cet affrontement entre des gens égaux n'a pas de lieu, n'a pas de raison d'exister. Et j'expliquais la même chose, non seulement de toutes les guerres qui se sont déroulées au Moyen-Orient. On nous a dit à chaque fois que c'était des guerres civiles. Mais donc c'est une épidémie de guerre civile, c'est quand même n'importe quoi cette histoire. Et aujourd'hui on a tous les documents qui montrent que tout ça a été planifié à l'avance, ça n'a aucun rapport avec la situation réelle de ces États. Mais en 2014, j'expliquais que c'est le même problème en Ukraine. Les Russes et les Ukrainiens n'ont aucune raison d'être des ennemis. D'ailleurs, souvent, c'est les mêmes familles. C'est une question idéologique. Ça n'a rien à voir avec la nationalité des gens. Narratif. Avec le narratif. Et de même, les événements du 7 octobre, ça n'a aucun rapport avec les Juifs et les Palestiniens. Ça, c'est le narratif. On vous explique qu'il y a des bons et des méchants, et on espère que vous allez trouver les bons et les méchants différents selon votre communauté d'origine. Mais non, nous sommes tous égaux. Donc, dans les interviews précédentes, je me suis évertué à montrer, et vous pouvez regarder ces interviews, que Benjamin Netanyahou avait constitué, avant le 11 septembre, un gouvernement minoritaire, mais disposant d'une majorité à ce moment-là à l'Assemblée nationale, à la Knesset, un gouvernement suprémaciste juif. Et que une grande partie, disons la moitié des Israéliens, avaient dénoncé un coup d'État. Il y a eu des manifestations gigantesques, les plus grandes de l'histoire d'Israël. Que le 7 octobre est une mise en scène visant à la fois balayer cette opposition interne israélienne et à poursuivre le projet des suprémacistes juifs, à savoir la colonisation de toute la Palestine, puis de l'ensemble du Grand Israël, c'est-à-dire à la fois la Palestine, mais aussi la Jordanie, le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak et un bout du Nil à l'Euphrate. Du Nil à l'Euphrate, oui. Donc, c'est facile à voir, puisque le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été averti 1 an auparavant de l'opération d'attaque du 7 octobre, qu'il s'est évertué à empêcher les services de son pays de se préparer à cette attaque. Il a limogé son ministre de la Défense lorsque celui-ci, c'était au mois d'août, celui-ci s'est insurgé en disant « mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va se faire attaquer et tout ». Il a limogé son ministre de la Défense, que finalement il a réintégré, parce qu'il y avait, c'était un énorme désordre chez lui. Bon. Donc, moi je pense que
Benjamin Netanyahou et ses alliés suprémacistes juifs ont organisé avec le Hamas, non pas contre lui, avec le Hamas, cette attaque contre des juifs israéliens. Et ça, je le dis avec d'autant plus de facilité que le Hamas, je l'ai déjà combattu. Le Hamas, il a tué des amis à moi. Vous savez que le Hamas a fait la guerre contre la Syrie pendant la prétendue guerre civile en Syrie. Et j'ai vu le Hamas assassiner des dirigeants palestiniens en Syrie. Donc, tout ça, pour moi, c'est clair. Mais évidemment, ici, on a dit, il y a les bons, les méchants, et il y a la libération de la Palestine contre le colonialisme juif. Tout ça, c'est des rideaux de fumée. Ça n'est pas la réalité. Je vais encore me faire engueuler. J'ai des pro-palestiniens qui m'écrivent en disant Meyssan est... Meyssan est quoi? Meyssan n'est pas assez pro-palestinien. Voilà, pour aller vite. Mais tu sais, je reçois des pressions tous les jours de gens qui me disent plutôt si, c'est scandaleux que vous disiez ça. C'est le métier qui veut ça. Oui. J'ai une collaboratrice qui a claqué la porte il y a 2 mois parce que j'expliquais que le Hamas travaillait avec Benjamin Netanyahou. Elle me dit non, c'est la résistance palestinienne. Donc je suis venu expliquer qu'il y avait 2 branches dans le Hamas, mais que la direction du Hamas, c'était les frères musulmans, et que cette direction dépend exclusivement du MI6 britannique, que ces gens-là luttent contre la création d'un État palestinien, selon les écrits même des dirigeants du Hamas. Non, les dirigeants britanniques ont écrit ça dès le début. Avant la création de l'État d'Israël. Ils ont écrit qu'ils voulaient empêcher ça. Bon. Et donc tu combats le Hamas, oui. Et tu as une collaboratrice qui t'a dit, tu dis que le Hamas, blablabla, c'est la résistance palestinienne et elle est partie. Oui. Et tu vois, il y en a au moins qui suit ici. Oui, oui. Et donc, moi je vous invite à lire le fascicule que le Hamas a publié il y a quelques semaines pour justifier son opération du 7 octobre. Il donne une explication très logique et il donne ses excuses pour d'éventuels crimes, débordements qui auraient été commis à ce moment-là. Mais donc tout ça, ça clarifie beaucoup de choses. Mais, à la fin, le Hamas se présente. Et là, si vous lisez la première fois, moi la première fois j'ai lu, j'étais mal à l'aise, mais je ne savais pas pourquoi. Donc après j'ai relu calmement, et vous pourrez voir que le Hamas ne réclame pas la création d'un État palestinien. Pourquoi? Parce que le Hamas, ce sont les frères musulmans, ça n'est pas la résistance palestinienne. Je parle du Hamas historique, de ses chefs actuels. Je ne parle pas de la branche qui a fait sécession, qui s'est réconciliée avec la Syrie cet été et qui a participé à l'opération du 7 octobre et contre lequel Israël mène aujourd'hui sa guerre, puisqu'il n'y a que ces gens-là qui sont assassinés par l'armée israélienne et pas les autres. Tous les dirigeants des frères musulmans se portent comme un charme. Mais donc, vous pourrez constater qu'ils ne veulent pas d'un État palestinien parce qu'ils veulent toujours d'un califat sur l'ensemble du monde musulman. Donc, pas d'État à l'intérieur de ce califat. Je voudrais qu'on fasse une conclusion, mais avant, pour bien amener la conclusion, je vais te poser une question que les gens se sont posées en t'écoutant. Tu nous as expliqué que tu avais conseillé Maduro, Chavez, pardon, Chavez. Tu nous as expliqué que tu avais conseillé Kadhafi, que tu avais conseillé le gouvernement iranien, le gouvernement syrien, tu as travaillé au Liban. Oui, mais chaque khalifa aussi. Chaque khalifa. Tu as touché combien à chaque mission, à chacune de ces missions de conseil? Je n'ai jamais été payé. De même que dans ma vie politique en France, je n'ai jamais été payé. Toujours
j'ai vécu par moi-même en tant qu'écrivain et que journaliste. C'est-à-dire que ce sont tes écrits qui te font vivre et pas tes conseils. Absolument, absolument. Mais j'ai accepté que différents États me fournissent de quoi manger et de quoi habiter et me fournissent des gardes du corps. Mais je n'ai jamais touché un centime. Je vais te taquiner. C'est gratuit, mais il y a des frais. Oui, c'est ça, oui. Grande leçon des consultants. Non, mais d'habitude, les consultants sont payés très cher. Hein, donc, ça dépend de ce qu'ils ont à vendre. Dans la pratique, je te le disais tout à l'heure, je crois que les gens aujourd'hui sont très frustrés parce qu'ils sont face à une énorme machine mondialiste, ce que j'appelle la caste mondialisée. Ils sont tout petits devant cette machine qui les écrase et ça les frustre parce qu'ils ont envie de bien faire et de participer à la reconstruction d'un monde plus humain. Alors très souvent, moi je dis le monde plus humain, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois un monde plus efficace, mais on va laisser tomber les querelles sémantiques. Moi je crois qu'aujourd'hui plein de gens se disent comment je peux faire pour aider les enfants palestiniens, comment je peux faire pour aider à une réflexion plus juste, comment je peux faire pour participer à... Et je te disais, Thierry, tu devrais donner ton nom à un fonds de dotation. Je ne vais pas te demander de répondre aujourd'hui, mais je voulais tester l'idée auprès de ceux qui seront arrivés au bout de cette longue interview encore frais. Est-ce que c'est une idée qui te révulse? Non, non. Je pense deux choses. D'abord, je pense que nous allons entrer dans des moments vraiment d'affrontement. Pour le moment, on ne parle pas de politique en public, mais on accepte encore d'en parler avec ses amis assez librement. Bientôt, on ne pourra plus en parler avec ses amis aussi librement. C'est déjà le cas en réalité. On fait déjà. Moi, je sais qu'il y a des gens, toi non, mais avec toi je parle librement, mais je sais qu'il y a des gens avec qui je fais attention. Donc, il y a un moment où le système va se refermer. Moi, je suis, dans ma tête, j'ai toujours été un enfant de Jean Moulin. C'est pour ça que j'étais au Parti radical de gauche. Jean Moulin, c'est un homme qui a rassemblé toute la résistance française derrière Charles de Gaulle. Et il a rassemblé de l'extrême gauche à l'extrême droite. La seule condition qu'il avait posée, c'était de ne pas avoir participé au crime des franquistes en Espagne. C'était la seule condition. Donc, il y avait avec lui aussi bien les gens de l'Action française que du Parti communiste. Nous allons rentrer dans un moment où il va falloir agir comme ça. Nous allons tous être amenés à entrer dans la clandestinité. Donc, premièrement, nous devons nous former. Nous devons nous former à comprendre ce qui se passe. Donc là, il y a un appel à s'intéresser à la réalité des relations internationales, pas à ce qu'on raconte à la télévision, mais à la réalité des actes. Donc, chacun doit trouver ses sources d'information. Moi, j'édite un bulletin particulier là-dessus. Donc une lettre confidentielle. À laquelle on peut s'abonner. Oui, c'est avec ça que je vis. Bon. On peut s'abonner où? Parce qu'il est très modeste, il ne fait pas de pub pour ses produits. On peut s'abonner à partir du site internet que j'ai créé. C'est voltairenet.org. 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 Oui. Donc, on peut s'abonner là.
Mais quelles que soient les sources d'information, il ne faut pas que vous acceptiez l'évidence que l'on vous présente. Il faut savoir que les médias que nous voyons tous les jours sont d'abord là pour détourner votre attention de ce qui se passe vraiment, et même dans certains cas pour vous mentir. Mais ils mentent assez peu, ils détournent toujours l'attention. Ils ne désinforment pas, ils mésinforment. C'est pas qu'ils... Ils vous disent regardez là, alors que vous devriez regarder ailleurs. Et si vous regardez ailleurs, vous aurez une opinion complètement différente des choses. Donc vous devez regarder aux deux endroits, là où ils vous disent et là où ils refusent de vous montrer. Donc ça pour moi c'est primordial. Ensuite je pense que il faut se doter de moyens. Et effectivement, il faudrait réunir des fonds à la fois pour venir en aide aux gens qui souffrent de ce système, tout en sachant qu'on ne pourra jamais... Vous savez, il y a les guerres des États-Unis depuis 2001, ça a fait plus d'1 million de morts. Donc vous ne pouvez pas arrêter cette catastrophe. Et vous ne pouvez pas la compenser. Mais on peut atténuer des horreurs auxquelles nous, en tant que Français, nous participons même sans le savoir. Actuellement, on prétend qu'il n'y a pas de soldats français en Ukraine. Certains ont été bombardés par l'armée russe. Mais il n'existait pas. Non, et moi, on a beaucoup dit d'ailleurs à l'époque où il y avait cette fameuse usine dans le sud de l'Ukraine qu'un PC de service secret français était installé dans les sous-sols de cette usine. Donc moi, je peux témoigner que j'ai vécu ça en Syrie où il y avait des soldats français, j'ai même vu des corps de soldats français et on ne pouvait pas se tromper, c'était bien des soldats français. Alors maintenant on me dit, oui, ça a été des soldats français. Oui, bon, ils sont morts, je ne peux pas dire qu'ils étaient en service, mais je ne suis pas idiot non plus. Et donc je pense que c'est le même phénomène auquel on assiste en Ukraine, mais peut-être pas, je ne peux pas le savoir. On a dit qu'il y avait des forces spéciales françaises à Gaza et des forces spéciales américaines et britanniques. On a dit ça. Alors, les Britanniques, c'est quasiment sûr. Les États-Unis et les Français, un certain doute est permis. Voilà. Mais un doute seulement, je pense que le plus probable est que c'est le cas, mais peut-être ça n'est pas le cas, effectivement. Je ne sais pas. En tout cas, nous devons mener des actions pour aider les gens qui sont victimes de ce système. Je ne pense pas qu'on peut regarder... Aujourd'hui, j'étais dans le train ce matin, mais il y avait une cérémonie où... Oui, un hommage aux victimes du 7 octobre. Non, justement. Il y avait un hommage... Aux victimes françaises. Aux victimes françaises du 7 octobre. Voilà. Donc c'est une manière de ne pas parler du fait que les victimes qu'on a présentées, ce sont toutes des victimes israéliennes avec la double nationalité. Mais il y a eu des victimes françaises des bombardements israéliens depuis le 7 octobre. Des victimes françaises qui étaient en même temps apatrides, c'est-à-dire palestiniennes en fait. Donc là, le ministère français des Affaires étrangères a beaucoup déploré leur mort, mais ils n'ont pas été célébrés ce matin aux Invalides. Donc en fait, cette cérémonie, elle a pris son parti. Elle n'a défendu que les Français
israéliens et pas les Français palestiniens qui sont morts dans cette guerre. Donc là, vous voyez la manière dont, sans le dire publiquement, on fait dévier et on vous amène à soutenir un régime contre un autre. Il y a une diplomatie mémorielle. En réalité, c'est-à-dire la commémoration est une arme politique. Oui, mais en tant que Français, nous avons le même devoir de commémoration vis-à-vis des victimes israéliennes que des victimes arabes. Pourquoi faisons-nous la différence? Parce que nous soutenons Israël. Parce que dans la réalité, il faut sacraliser le soutien à Israël, parce que politiquement, il est difficile à défendre. Mais la position française, dans cette affaire, elle a été définie il y a très longtemps. Elle devrait être neutre dans cette affaire. Elle l'a été pendant des années. Elle ne l'est plus aujourd'hui. C'est là notre problème. Nous n'arrivons plus à aider parce que nous avons pris un parti. Et dans ce cas, alors, je distingue les victimes israéliennes de la coalition de gouvernement de Netanyahou. Le gouvernement de Netanyahou, ce sont les criminels autant que le Hamas. Je distingue bien les choses. Suivez mon raisonnement, parce que si vous ne comprenez pas tout mon raisonnement, vous allez dire il est anti-ceci ou anti-cela. Non, la seule chose à laquelle je m'oppose, c'est cette idéologie qui vous fait opposer les hommes entre eux et nier leur égalité, penser que certains sont supérieurs à d'autres, que certains sont méchants et d'autres gentils. Pour reboucler, parce que cette interview est très longue, beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude, mais je pense extrêmement importante, je l'avais annoncé d'ailleurs, pour reboucler avec l'interview que j'ai faite de Youssef Indy qui parle des théories d'infiltration. Est-ce que je trahis ta pensée, Thierry, en disant qu'au fond, le 11 septembre 2001 a été le début d'un grand narratif qui a servi à faire de l'infiltration cognitive en Occident pour expliquer qu'au fond, l'impérium américain, dans ce qu'il a de plus brutal, dans ce qu'il a de plus deep state, si j'ose dire, cet impérium, c'est une lutte de civilisation contre les barbares, les musulmans, les dangers, les terroristes. Est-ce que le 11 septembre 2001 marque le début d'une séquence où on nous explique que si on ne soutient pas Israël, c'est qu'on est du côté des salafistes, des terroristes, des dangereux, et que nous sommes impliqués, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, dans ce conflit de civilisation. Le 11 septembre, à un moment, le président des États-Unis a disparu. Alors on sait maintenant tout ce qu'il a fait, tout ça, mais ce qu'on sait moins ici en France, c'est qu'il n'était plus président des États-Unis puisqu'on avait déclenché le programme de continuité du gouvernement. Cette chose-là est établie de manière officielle. Je fais un petit aparté. Oui. Plan de continuité du gouvernement, donc, comme l'a montré notamment Peter Dale Scott dans un livre dont tu nous as dit peut-être juste deux mots. Le plan de continuité du gouvernement est créé au début des années 50 pour organiser la survie des États-Unis en cas d'attaque nucléaire soviétique. Et au fond, à partir de Reagan, ce plan va continuer à survivre avec des personnalités comme Dick Cheney, qui sera un vice-président aux côtés de George Bush, fils, et que ce plan de continuité, c'est le plan de prise de pouvoir par le Deep State en cas d'effondrement politique des États-Unis. Oui, c'est-à-dire si tous les dirigeants politiques mouraient dans une bombe nucléaire sur Washington, qui dirige le pays? Eh bien, c'est l'armée qui prend le pouvoir, ou plutôt une faction précise de l'armée qui prend le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc ce que je disais, c'est que dans la journée du 11 septembre, donc, le président des États-Unis a été mis en veilleuse. Ce groupe a pris le pouvoir, a imposé sa politique qui prévoyait de détruire tout le Moyen-Orient élargi, donc
la définition US du Moyen-Orient, quelles que soient les opinions politiques des gens. Et c'est ça que nous voyons se prolonger aujourd'hui. Alors, ça a été remis en cause par le président Donald Trump, qui, je vous rappelle, a été la seule personnalité aux États-Unis à remettre en cause le narratif du 11 septembre, le jour même du 11 septembre, à la télévision sur New York One, la télévision. Et c'est pour ça qu'il est devenu président des États-Unis. C'est pas pour ce qu'on vous raconte ici. Je ne cherche pas à vous raconter que je suis pour ou contre Donald Trump. Je cherche à vous dire que dans son pays, cet homme qui ne faisait pas de politique est entré en politique à cause du 11 septembre. Et que c'est pour ça qu'on vous explique que c'est le pire des hommes, comme on a dit ici que j'étais le pire des hommes au moment où j'ai publié ce livre. Mais lui, ça a été tout son mandat et ça dure encore. Bon. Et je suis en train de m'emporter là. Ça te fait du bien. Je vois que ça te... Donald Trump donc, est rentré en politique à cause du 11 septembre et que, au fond, le 11 septembre est le début. C'est le début de cette narration du choc des civilisations. Nous sommes un pays qui a été construit sur l'égalité en droit. C'est notre devise. Donc, d'où que nous venons, si nous adhérons à la France, nous adhérons à cette devise. Voilà, c'est ça. Et nous devons défendre cette devise. Bon, vous voyez que j'ai épuisé Thierry avec mes questions tordues. Je pense que ce que tu as dit au cours de l'heure et demie que nous avons passé ensemble est extrêmement important. Et je souhaite quand même que nous ne nous contentions pas, nous qui avons l'immense privilège d'avoir accès à une certaine vision, à une certaine lumière. Alors, je vais encore me faire haïr en disant ce mot. Je pense que notre responsabilité n'est pas seulement de commenter, mais aussi de proposer des solutions, même si il est plus facile de parler que de faire. Thierry, on se revoit très prochainement de toute façon. Bon, merci beaucoup, et puis à très vite. À dans 15 jours. Continuons la lutte.